craignant une tentative d'évasion du prévenu, Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de la Saintonge, décida que Philibert devait être jugé et condamné sans délai. D'où sa précipitation à organiser un simulacre de procès à Saintes, dans la maison de l'échevinage, siège du pouvoir communal, alors qu'il était de coutume de laisser les greniers à sel juger les délits liés à la gabelle. Les échevins n'eurent pas leur mot à dire, et se résolurent à accueillir dans leurs murs ce tribunal exceptionnel destiné à juger Philibert de la manière la plus expéditive possible, afin d'en faire un exemple et de tuer dans l'œuf la révolte qui grondait parmi les Saintongeais. Lorsque la charrette du prévenu et son escorte lourdement armée arrivèrent dans la cour au son d'un roulement sourd de tambour, le silence se fit. Tous les regards fixèrent Philibert, debout, fier, les cheveux au vent, la chemise ouverte sur son poitrail, sillonnée de vilaines cicatrices, vestiges de mes aventures passées conclues par le fer. Il émanait de sa personne une forme de sérénité, comme s'il savait d'emblée que son sort était scellé. Il descendit de la charrette d'un pas assuré, puis monta les marches de l'édifice en regardant droit devant lui, ignorant les signes muets d'encouragement qu'on pouvait lire dans chacun des regards des personnes présentes sur son passage. À son entrée dans la salle commune de la maison de l'échevinage, il fut accueilli par une salve d'applaudissements ponctués de cris favorables à son égard. Le fauve venait d'entrer dans l'arène, prêt à en découdre devant un public acquis à sa cause. Inversement, lorsque Guy Chabot de Jarnac apparut à son tour et monta sur l'estrade du haut de laquelle il allait présider les débats, ce ne furent que huées, colibets et insanités qu'on entendit, ponctués de gloussements offusqués de nobles dames assises dans les galeries qui surplombaient la salle. Elles venaient assister au procès comme on assiste à un spectacle. La mort attire les charognards, c'est bien connu. Après avoir salué les nobles seigneurs et leurs épouses, le gouverneur de la Saintonge s'installa derrière une longue table recouverte d'un épais drap noir, présageant le suaire du futur condamné. À sa droite se trouvait messire Robert de Brougère, procureur du roi, connu de tous pour sa stricte observance des édits royaux et son absence totale d'humanité. Raide, dans sa pelisse noire, le regard perçant, un nez en forme de bec de corbeau surmontant des lèvres pincées, il glaçait le sang de quiconque croisait son regard. On prétendait qu'il avait déjà rencontré la mort, mais qu'elle n'avait pas voulu de lui car il lui faisait peur. À la gauche de Jarnac trônait messire Charles de Grivard, le contrôleur du grenier à sel de Ruffec, celui-là même que Philibert avait pillé en blessant mortellement le grenetier. Derrière son allure de prélat débonnaire se cachait en réalité une personnalité dont la noirceur d'âme n'était plus à démontrer. On le disait avare, maniaque et sadique, prenant du plaisir à voir souffrir ses employés lorsque, pour les punir d'une faute mineure, il leur faisait verser du vinaigre sur leurs mains atrocement abîmées au contact permanent du sel. C'est ce triumvirat, tout droit sorti de l'enfer, qui était chargé de juger Philibert. Autant dire que le jeune homme pouvait déjà commencer à prier pour le salut de son âme. Il eut toutefois un sursaut d'espoir en apercevant un dignitaire ecclésiastique assis non loin de ses juges. Hélas pour lui, il ne fallait attendre aucun salut de cet homme. Serviteur zélé tant du Vatican que de la couronne de France, Charles de Bourbon, évêque de Saintes, se faisait un devoir de pourfendre les parpaillots. C'est ainsi qu'il désignait les réformés qualifiés par ses bons soins d'hérétiques. On prétendait qu'il était la réincarnation de Bernard Guy, le célèbre inquisiteur des temps anciens. La salle commune où devait se dérouler le procès était trop petite pour contenir la foule immense venue soutenir le chef des passeurs de sel. Hommes, femmes et enfants de toutes conditions s'étaient déplacés de loin pour apercevoir Philibert, le toucher, le saluer, l'encourager. On se marchait littéralement dessus pour tenter d'apercevoir le détenu. La plupart de ces petites gens durent se contenter de suivre les débats depuis la cour de la maison de l'échevinage. Ceux qui parvenaient à entendre des bribes de discours s'en faisaient l'écho
auprès des plus malchanceux restés en arrière. Jeanne et le père André, arrivés de très bonne heure, ont réussi à se placer au premier rang. Les protagonistes ayant pris place, le procès peut commencer. « Silence! Silence !» ordonne Jarnac d'un ton agacé. « Greffier, hâtez-vous de lire l'acte d'accusation qu'on en finisse au plus vite !» L'homme de loi se lève fébrilement et se saisit d'un feuillet qu'il entreprend de lire à haute voix d'un ton assuré. À n'en point douter, c'était son moment de gloire. Ce lundi 5 octobre 1548, nous, Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de Saintonge, avons réuni en cette maison dès le chevinage de Saintes une cour d'exception chargée de sanctionner les méfaits commis par le dénommé Philibert, né à Saint-Jean-d'Angély, de Pierre et Anne Fauchelevent, et avons mandé pour assesseurs messire Robert de Brougère, procureur du roi, et messire Charles de Grivard, contrôleur du grenier à sel de Ruffec. « Que le ciel les bénisse !» rétorque Philibert d'un ton ironique, faisant rire l'assistance. « Le dit Philibert, poursuit le greffier, est accusé de s'être adonné à des activités illicites de faussonnage, en extorquant par la force moult quantités de sel au grenier du roi ainsi qu'en d'autres lieux, sel qu'il revendait frauduleusement, sans avoir la qualité requise pour ce commerce régi par la gabelle. »« La gabelle vole et affame le peuple, s'enflamme Philibert. Ce n'est que justice de lui rendre ce que la gabelle lui a pris. » Des applaudissements se font entendre, mais le greffier n'en a cure et poursuit sa litanie. Le dit Philibert est accusé de violences commises en bande organisée sur des officiers du grenier à sel de Ruffec, allant jusqu'à causer la mort de Feu le Grenetier. « Il fallait bien que je me défende, s'insurge le jeune chef de bande. Le fourbe voulait m'oxyre avec une dague cachée dans sa pelisse. » Enfin, le dit Philibert est accusé de crime de lèse-majesté pour avoir bafoué et remis en cause l'autorité de notre souverain en s'attaquant à la taxe royale sur le sel, dénommée gabelle. Le greffier se rassoit en s'essuyant le front, comme s'il venait d'accomplir un effort surhumain. Un grondement sourd de mécontentement parcourt la maison de l'échevinage, ce qui n'impressionne guère Guy Chabot de Jarnac, qui entreprend de questionner le prévenu sans ménagement. « Accusé, qu'avez-vous à répondre de ces accusations ?»« Je ne renie rien de ce que j'ai fait, » répond Philibert. « Mais j'ai toujours agi dans le seul but de réparer une injustice, en redistribuant au peuple ce que la gabelle lui extorquait. »« Par charité chrétienne, je présume, » persifle Jarnac. « Pourtant, ce sel volé n'était pas offert à vos semblables, vous le leur revendiez. Et il me semble plutôt que vous avez tiré grand profit de ce négoce frauduleux. »« Je le revendais, oui, mais à un prix nettement inférieur à celui fixé par le roi. Ce commerce ne m'a pas permis de m'enrichir, car je redistribuais les gains à parts égales entre les hommes qui m'avaient rejoint, ce qui nous permettait ensuite d'acquérir quelques pitances pour subsister. » Charles de Grivard, le contrôleur du grenier à sel de Ruffec, fait un signe discret à Jarnac pour solliciter la parole. Le gouverneur la lui cède bien volontiers, épuisé qu'il est déjà par l'effronterie de Philibert. L'officier de la gabelle déploie sa longue et maigre carcasse dont il fait craquer les os en se levant. Les yeux plissés, il prend le temps d'observer Philibert comme s'il cherchait à déceler une faille ou à le faire avouer par la seule force de son regard inquisiteur. Constatant que son petit jeu n'avait aucun effet sur l'accusé, il s'adressa à lui d'un ton grave et solennel. « Par vos activités illicites de faussonnage, vous avez privé le trésor royal d'une part de la gabelle qui lui revenait de plein droit. Quelle autorité vous a octroyé la permission de disposer comme cela du sel du pays et de son revenu ? Le sel de la Saintonge et les fruits de son commerce appartiennent à la Saintonge, rétorque Philibert en se retournant vers son public. Ce peuple saintongeais est venu le soutenir. Calembredaine que tout cela, exulte Charles de Grivard, l'écume au bord des lèvres. Le sel de France appartient au roi de France. Comme toute chose sur terre, le sel fut créé par Dieu et lui appartient, commente avec malice le père André qui a trouvé place au premier rang du public. D'un ton solennel, il poursuit. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes, et tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, peut-on lire dans l'Ancien Testament. Mon père, ce n'est pas l'heure du sermon, vous n'êtes pas en chair,
lui répond sèchement Jarnac. Robert de Brugère, procureur du roi, lassé de cette digression théologique, prend la parole et entreprend à son tour d'interroger Philibert. « Vous rendez-vous compte, accusé, qu'en vous adonnant à la contrebande en bande armée, vous avez enfreint les décrets régissant le commerce du sel et par conséquent bafoué l'autorité de notre bon roi? Si notre roi était si bon que vous le dites, rétorque Philibert, il se soucierait davantage du sort de ses sujets. Mais c'est précisément ce que fait sa majesté, rétorque l'officier de la couronne, en étendant la gabelle à la Saintonge, qui en était exempte, et en relevant son niveau. Notre roi place les habitants de la Saintonge sur un pied d'égalité avec les sujets de l'ensemble de son royaume, qui eux aussi sont assujettis à cette taxe. Dans sa divine bonté, sa majesté a donc décidé d'appauvrir l'ensemble de ses sujets. Tout cela pour rétribuer ses soudards et financer ses guerres. Quelle équité, en vérité! N'y tenant plus, Charles de Bourbon, évêque de Saintes, intervient sans ménagement. Sacrilège! En outrageant sa majesté, vous remettez en cause son pouvoir de droit divin. Dois-je vous rappeler qu'en étant sacré à Reims au nom de Dieu, le roi est au-dessus de tous ses sujets, et que celui qui remet en cause son pouvoir commet un crime de lèse-majesté? En bafouant l'autorité royale, c'est notre Seigneur tout-puissant que vous reniez. Pas l'hiverne, répond Philibert. Je n'ai jamais outragé notre roi ni notre Seigneur, je le jure. Ne jurez pas, mécréants, s'enflamme le prélat, le visage empourpré par la colère. Outre vos actes de brigandage et votre volonté tacite de nuire au pouvoir royal, j'ai ouï dire que vous menez une vie dissolue, que vous entretenez plusieurs femmes et que vous avez engrossé l'une d'elles en dehors des liens sacrés du mariage. Peut-être même l'avez-vous contrainte. C'en est trop pour Jeanne. Sortant de ses gonds, elle pousse un garde chargé de contenir la foule, et bravant les interdits, se place entre son homme et l'évêque, comme pour faire rempart de son corps au ventre arrondi. Jamais Philibert ne m'aurait forcé. L'enfant que je porte est le sien, et j'en suis fier. Il a promis de m'épouser avant la venue au monde de notre enfant, et il tiendra promesse. Tais-toi, créature du démon, vocifère l'évêque. Prends garde que je ne te fasse arrêter toi aussi. Laissez ma jeune en paix. Elle n'a rien commis de répréhensible, s'insurge Philibert, en s'avançant d'un air menaçant vers le prélat. Cela reste à prouver, insinue l'ecclésiastique, en pointant du doigt la jeune femme. Qui me dit qu'elle ne fait pas commerce avec le démon? Le père André ne peut en entendre davantage et décide d'intervenir. Il exhorte le garde à le laisser passer et s'approche de Jeanne. « Monseigneur, je connais cette enfant, elle est bonne chrétienne, ne manque aucune messe et va régulièrement à confesse. Mais elle a commis le péché de chair en dehors des liens sacrés du mariage, rétorque Charles de Bourbon. C'est ce démon qui l'a séduite et détournée du droit chemin. N'aurait-il pas embrassé la cause huguenote? Ces protestants ont tous les vices. Philibert est un bon chrétien, je réponds de lui. C'est moi qui l'ai recueilli à l'abbaye de Fondouce et élevé dans la pure tradition chrétienne. On en voit le résultat, père André, riposte l'évêque d'un air entendu. D'ailleurs, j'en viens à me demander si vous n'auriez pas vous-même embrassé la cause réformée. Il faudra que j'approfondisse la question. Les gardes saisissent Jeanne et le père André puis les raccompagnent dans le public sans ménagement. Un mouvement de protestation se fait entendre dans l'assistance. Le père André jouit d'une bonne réputation au sein de la communauté, et les accusations dont il vient de faire l'objet ne sont guère propices à apaiser les esprits. Le gouverneur comprend que le procès prend une mauvaise tournure et qu'il lui incombe de recentrer les débats sur l'acte d'accusation stricto sensu. « Monseigneur, nous nous éloignons de l'affaire qui nous amène ici », souligne respectueusement Guy Chabot de Jarnac. Puis, reprenant des accents d'autorité, il s'adresse au prévenu. « Accusé, face aux charges retenues contre vous, qu'avez-vous à répondre ?» Philibert prend une profonde respiration et regarde tour à tour Jeanne, le père André et la foule massée derrière lui qui attend fébrilement ce qu'il s'apprête à répondre. Puis il fixe longuement ses trois juges, fait un pas en avant et dresse la tête comme pour les défier.
Je ne suis pas innocent des actes de contrebande dont on m'accuse. Je ne peux nier le fait d'avoir voulu partager le sel de nos marais qu'on nous force à acheter à prix d'or dans les greniers du roi. Je reconnais avoir oxy cet officier du grenier à sel de Ruffec qui voulut me prendre par surprise. Que Dieu me pardonne. Mais ce que je récuse avec force, c'est l'accusation de crime de lèse-majesté, ainsi que toutes les vilainies entrées à mon mode de vie et à ma Jeanne. Oui, j'ai attaqué des convois et des greniers à sel. Oui, j'ai bravé 1000 dangers au péril de ma vie pour rendre son sel à la Saintonge. Oui, j'ai combattu vos gabelous qui commettent autant d'abus et de ravages qu'une armée en campagne. Tout cela, je l'ai fait, non point pour venger mon pauvre père, assassiné au nom de votre justice inique, mais pour rendre son honneur et sa fierté à la Saintonge, à tous ces gueux qui croulent sous les charges qui les accablent. Un tonnerre d'applaudissements vient saluer la diatribe de Philibert. Les gardes tentent de calmer la foule qui gronde et se montre même menaçante à bien des égards. Galvanisé par son succès oratoire, Philibert reprend de plus belle. Gabelle, Dîme, Taille, Champard, Sens, Corvée, assez! Scélérat brevet du sang, de la sueur et du labeur des petites gens, prenez garde! Un vent de révolte souffle sur la Saintonge et gagnera bientôt tout le royaume. Un jour viendra où l'ordre des choses sera bouleversé. Des pics se dresseront vers le ciel, et vous autres nantis aurez des comptes à rendre au peuple que vous opprimez. De nouveau, les acclamations fusent en cascade parmi le peuple assistant au procès. On crie le nom de Philibert, on entonne l'hymne des passeurs de sel, on réclame l'abolition de la gabelle et la tête du gouverneur. Par peur d'être pris à partie, les nobles personnages installés sur la galerie supérieure quittent les lieux sans demander leur reste. Jarnac sent que la situation est en train de lui échapper, et il doit reprendre la main. « Silence ! Silence !» martèle-t-il en faisant signe aux gardes de calmer la foule. « Il n'est guère utile d'en attendre davantage, ma décision est prise. »« Comment ? Elle est déjà établie alors que vous n'avez même pas consulté vos assesseurs ?» interroge le père André. « Et pourquoi Philibert n'est-il pas jugé par le tribunal du grenier à sel ? D'ordinaire, c'est la seule juridiction habilitée à se prononcer sur les affaires de faux-sonnage. Il suffit ! Greffier, veuillez lire la sentence, ordonne le baron de Jarnac. » Recroquevillé sous sa table, le greffier a perdu de sa superbe depuis le début du procès. Tremblant de tous ses membres, il se relève péniblement sous les quolibets de la foule et réajuste ses vêtements aussi chiffonnés que son amour-propre, saisit un vélin sur lequel la sentence est couchée avant d'en entreprendre la lecture d'un ton hésitant. L'accusé est reconnu coupable de crimes de faux-sonnage en bande armée, de crimes de sang à l'encontre d'un officier du grenier à sel de Ruffec, de violence publique et d'incitation à la révolte. En conséquence, nous, Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de Saintonge, le condamnons à être livré à l'exécuteur de la haute justice, pour réparation de quoi il a été condamné, et à être par lui mené, tête et pieds nus, devant la cathédrale Saint-Pierre où il demandera à Dieu pardon. Il sera ensuite conduit par le dit exécuteur en place publique pour y être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive à une potence sur laquelle son cadavre devra y rester jusqu'à l'aube. » Même si elle était attendue, la sentence saisit d'effroi toute l'assistance, à commencer par Jeanne qui défaille dans les bras du père André. Alors, la foule se déchaîne et vomit sa haine du pouvoir inique qui vient de livrer son héros au bourreau. Plus qu'un homme, c'est toute la Saintonge que Jarnac vient de condamner. C'est l'espoir de tout un peuple qu'il vient de briser. Au milieu de cette tempête, Philibert reste stoïque, habité par une force intérieure et mystérieuse dont nul ne connaît la nature. Le baron de Jarnac ordonne aux gardes de faire évacuer la maison de l'échevinage, par la force si nécessaire. Il doit ramener le prisonnier dans sa cellule. Le père André parvient non sans mal à extraire Jeanne, toujours inanimée, de cet édifice en proie au chaos. Dans la cour, il retrouve Célestin Mafflier, perdu au milieu de cette foule enragée, prête à prendre les armes. Il lui confie la pauvre petiote et lui donne rendez-vous le soir même à son auberge, afin de peaufiner le stratagème mis en œuvre pour tenter de délivrer le chef des passeurs de sel le jour de son exécution.